Commence. Voilà, je commence à enregistrer. Donc, je suis très très content, nous sommes très contents plutôt, d'accueillir ou d'écouter aujourd'hui Sophie Caillard-Holman, donc la chef de service de Strasbourg, euh, de néphrologie dialysée transplantation, qui a une grande compétence en transplantation, en particulier pour les virus. Elle a quand même énormément travaillé, enfin, parce que nous avons le plaisir d'avoir des virologues donc sur évidemment les lymphomes EBV et pas EBV uniquement d'ailleurs, et puis également sur le BK virus avec des approches tout à fait originales. Ce qui l'a amené à faire, je vais dire, au moins deux protocoles, un qu'on utilise maintenant tous les jours, qui est BK Lever, parce que c'est vrai que ça a changé un peu notre façon de prendre en charge des infections à BK-virus avérées. Et puis, il y a aussi d'autres protocoles. Et donc, au départ, je t'avais demandé comment prendre en charge, etc. Et tu m'as donné un titre qui est beaucoup plus intéressant, en tout cas dans la pratique, parce que c'est vrai qu'on préfère ça. C'est mieux vaut prévenir que guérir, et on est très content de t'écouter. Merci Sophie. Je pense que Merci Eric. on n'a pas le. Quand c'est à l'extérieur, on a. Ah, d'accord. Quand c'est à l'intérieur, oui, mais pas à l'extérieur. Vas-y, on t'écoute. Merci beaucoup Eric, merci à tous d'être là aujourd'hui. Donc effectivement, je vais focaliser cette présentation sur la prise en charge préventive ou curative du BK-virus. Pour commencer, je me permets de faire juste quelques petits rappels rapides, mais c'est des choses qu'évidemment vous savez très bien. Donc l'infection à BK-virus, même si on s'y intéresse beaucoup dans notre centre, ça reste une infection vraiment problématique parce que c'est une infection fréquente. Vous voyez là les données de la littérature, on va dire un peu ancienne, avec les anciennes classifications virurie, virémie et BKVN, BKV néphropathie. Et puis l'histogramme là que j'ai rajouté, qui est issu d'un travail que vient de faire un interne en pharmacie là sur notre cohorte avec les nouvelles classifications dont on va parler un peu plus tard, montre que on a quand même pas mal de patients qui développent une infection, on va dire, euh, à prendre en compte, hein, c'est-à-dire la virémie bécavirus. Donc, on s'approche presque de 25% de patients virémiques avec après plusieurs stades en fonction de l'intensité de la virémie. Donc, c'est une infection fréquente. C'est aussi une infection sévère, puisqu'on sait depuis longtemps qu'on peut perdre des greffons de cette néphropathie à bécavirus, de cette infection à bécavirus. À l'époque, on disait qu'on perdait 50% des greffons. J'ose espérer que c'est un petit peu moins aujourd'hui, mais on a encore tous dans notre expérience des patients qui nous échappent totalement et qui vont rapidement perdre leur greffon sur des néphropathies ingérables et qu'on n'arrive pas du tout à maîtriser malgré des baisses rapides de l'immunosuppression. Et puis le deuxième point que je voudrais souligner ici, on en discutera si vous voulez après dans la discussion parce que j'en parle plus dans le topo, c'est le risque carcinologique, hein, qui est maintenant bien avéré chez les transplantés, quels qu'ils soient d'ailleurs, parce que nous, à Strasbourg, par exemple, on a des transplantés de poumons qui font des cancers de vessie BK induits. Le BK virus est maintenant classé par l'OMS comme un virus oncogène, mais seulement chez les patients transplantés, immunodéprimés. Et il a été montré à plusieurs reprises, donc la présence du virus BK dans les tumeurs vésicales en particulier, des tumeurs urothéliales, et on retrouve même le virus dans des métastases, par exemple hépatiques, où on ne devrait pas du tout retrouver la présence du BK virus, puisque vous savez que le BK virus, il est persistant dans l'urothélium rénal chez tout le monde, mais on ne le trouve pas dans d'autres organes. Donc en fait, le message là, c'est que pour des patients qui ont guéri de leur infection, de leur virémie BK, mais qui gardent une virurie prolongée, n'hésitez pas et n'oubliez pas de surveiller la cytologie urinaire, hein, à la recherche de cellules anormales parce qu'ils peuvent développer des cancers urothéliaux, en particulier des cancers de vessie. Donc la physiopathologie du BK virus en transplantation rénale, elle est assez spéciale. Et elle est multifactorielle et elle explique en fait pourquoi on a plus de néphropathie à BK-virus et d'infection à BK-virus chez les greffés de reins par rapport aux autres patients transplantés. Vous savez que l'infection à BKV, elle est possible en transplantation cardiaque, pulmonaire, mais elle est rare et elle dépend d'une physiopathologie tout à fait différente. Je vais me focaliser sur la physiopathologie en greffe rénale puisque c'est ce qui nous intéresse aujourd'hui. Et en fait, ce qu'on comprend, c'est que c'est multifactoriel, c'est-à-dire que c'est lié à plusieurs éléments. D'abord, les caractéristiques du BK virus du donneur, et on y reviendra à plusieurs reprises.
Et les cas de ce qu'on pourrait appeler des mismatchs de génotypes entre donneurs et receveurs sont des facteurs très favorisants de cette infection. On sait aussi maintenant que plus la charge virale transmise par le greffon, qui est difficile à évaluer, mais on a des données, on a des éléments pour le prouver, plus la charge virale chez le donneur est élevée, plus le risque chez le receveur est important. Bien évidemment, il y a tous les paramètres liés à l'immunosuppression chez le receveur lui-même, donc une intense immunosuppression, l'exposition à des plus hautes doses d'immunosuppresseurs, le rituximab qui diminue les anticorps anti-bécavirus, l'état immunitaire de base du patient, un patient âgé, un patient qui est plus fragile, et peut-être aussi des mismatchs HLA qui joueraient sur la présentation des antigènes du BK au système immunitaire du receveur. Et puis, il y a un troisième paramètre qui est important aussi et qui explique d'autres facteurs de risque, c'est l'agression du rein. Parce que on pense que le terrain fait aussi le lit finalement de l'infection. Et plus le rein va être abîmé, va être sujet à des lésions, qu'elles soient liées à l'ischémie reperfusion, qu'elles soient liées peut-être à des agressions physiques comme la présence d'une sonde double J, etc. Tout ça, ce sont des facteurs de risque qui sont connus dans la littérature et qui sont associés à l'augmentation du risque. Donc, quand vous cumulez tous ces facteurs, ben, vous comprenez que finalement, chez peut-être un quart de nos patients, on se retrouve avec une réplication virale dans les urines ou dans le sang. Pour l'agression du rein, c'est surtout pour les cas associatifs de néphropathie, c'est une fois qu'il y a une atteinte, ou c'est Non, aussi non. pour les virus? Non, mais c'est une question que... Ouais. En fait, mon message, c'est que le fait qu'il y ait une agression dans le rein, tu sais, ces signaux de danger, etc., et ben, ça fait le lit, en fait, probablement, ça fragilise peut-être les cellules tubulaires, etc., et ça fait le lit, finalement, de la réactivation, enfin, plutôt de l'infection euh, virale qui est liée à une réactivation du virus du donneur. Donc, le virus, il est dans le rein. Et si tu stimules le rein d'une manière ou d'une autre, ben, peut-être que ça va déclencher cette infection. Donc Mais c'est Sophie, il y a des données sur la virurie des donneurs, justement, ou oui, pas? oui. Alors il y a des données, il y a des études qui ont montré que quand le donneur est virurique, il y a plus de risques d'infection chez le receveur après, Mais, hein. mais Des données. la virurie, elle augmente avec l'âge, ou pas? On Alors ça, on sait. ne sait pas très bien en fait. En fait, normalement, les patients sains, ils sont ni viruriques ni virémiques. Donc virémiques quasiment jamais. On a parfois des petites virémies pendant les grossesses ou des petites périodes comme ça, comment dire, différentes sur le plan immunologique. Mais virurie, on ne sait pas trop les facteurs. Nous, on regarde maintenant chez tous nos donneurs vivants avant le don s'ils sont viruriques justement pour prendre des mesures, des précautions dont on reparlera tout à l'heure. Et j'ai pas le pourcentage en tête là, on n'a pas vraiment fait l'analyse, mais je dirais que 1 à 2 fois sur 10, les donneurs sont viruriques sans qu'ils soient malades, puisqu'évidemment, et c'est des donneurs sains, comme vous le savez. Donc, je ne sais pas avec quoi c'est corrélé, cette virurie, et on est en train de travailler là-dessus, mais j'ai Mais pas parce que quand tu parlais du BK virus du donneur, donc ça veut dire que le rein est un réservoir, mais que Oui, il ne se passe rien, quoi. Il n'y a rien, il n'y a pas de virurie par ailleurs. c'est exactement ça. C'est exactement ça. Je crois que j'ai une diapo après pour vous remontrer un peu ça, mais effectivement, le virus, on l'acquiert dans l'enfance, hein. 90% d'entre nous, on est positif pour le BK virus. Et après, le virus, donc il passe par voie respiratoire, et puis il y a une virémie transitoire, qui est totalement asymptomatique, évidemment. Et ensuite, le virus, il va aller se loger dans les cellules tubulaires rénales et rester, alors on dit persistant, contrairement à l'EBV, où on dit que le BV dans les lymphocytes, il est latent. Pourquoi c'est différent? Parce que le BKV, il ne se réplique pas du tout, hein. Il n'a pas de réplication. Donc il est juste persistant. Il est là dans les cellules tubulaires et puis il se réactive de temps en temps. On ne sait pas très bien pourquoi. Mais en tout cas, il est transmis avec le donneur quand on greffe les reins. Alors, je voulais vous parler en introduction aussi des nouvelles définitions qui ont été publiées l'année dernière suite à la discussion de plusieurs experts qui se sont réunis.
Et on va surtout commenter les deux graphiques d'en bas, le jaune et le rouge. Donc le jaune, c'est pour la virurie. Vous voyez que, ben, ça on le sait, la virurie apparaît en premier. Puis quand elle dépasse un certain seuil, la virémie peut apparaître dans certains cas. C'est à mon avis assez fréquent d'avoir des viruries faibles. Et les nouvelles définitions donc, parlent de virurie quand la réplication virale dépasse 4 logs copies par millilitre d'urine. Ce qui est très intéressant, c'est qu'on parle déjà de possible néphropathie à bécavirus quand on dépasse 7 logs de virurie. Et en fait, à ce moment-là, la plupart du temps, les patients deviennent virémiques, c'est-à-dire que à ce moment-là, vous êtes capable de détecter des virémies faibles. Et ensuite, au-delà de 3 logs de virémie pendant 2 semaines, on parle de néphropathie probable. Donc ces deux classifications-là sont nouvelles, la possible et la probable. Ce qu'on connaissait déjà, c'est la néphropathie présumée, au-dessus de 4 logs, et puis la néphropathie à bécavirus prouvée. Mais celle-là, finalement, elle est plus très utile parce que la plupart d'entre nous ne biopsions plus de manière systématique les patients. Donc finalement, on n'a pas la preuve de l'existence de lésions histologiques. Donc il faut considérer, à mon sens, qu'à partir du moment où il y a une virémie élevée, il y a une néphropathie. Qu'on la trouve ou qu'on la trouve pas par biopsie, qu'on fasse ou qu'on fasse pas une biopsie, on peut considérer que le virus, il est dans l'un, puisque de toute façon, c'est son organe hôte. Donc voilà. Donc ça, c'est intéressant parce que du coup, ça introduit des phases plus précoces de néphropathie possible, probable et présumée qui existaient déjà. Ce qui est un peu contradictoire dans ces recommandations, je trouve, c'est qu'ils ont basé leurs nouvelles recommandations sur des stades précoces avec l'apparition du virus dans les urines, mais dans les recommandations, c'est la PCR sanguine uniquement qui est recommandée pour la surveillance des patients. Donc, une fois par mois pendant 9 mois, puis tous les 3 mois jusqu'à 2 ans, puisqu'en général, les primo-infections sont relativement précoces dans la première année. Parfois, ça déborde un petit peu la deuxième année. Mais normalement, à M24, tous ceux qui ont dû faire leur infection l'ont faite, sauf si vous refaites un traitement de rejet à 2-3 ans après la greffe, ou si le patient est BK négatif et qui fait une primo-infection avec un virus qui vient de l'extérieur. Mais ça, c'est rare. Dans notre cohorte, c'est 6-7% des patients. Donc, les infections, elles surviennent assez tôt. Et donc, les recommandations, c'est de suivre les patients sur des PCR sanguines. Donc, à l'époque, il y a quelques années déjà, j'avais fait une petite enquête en France. Je ne sais pas si ça a changé, mais en France, il y a à peu près la moitié des patients qui surveillent pardon, des centres qui surveillent la virurie, la moitié des centres qui ne surveillent que la virémie. Je ne sais pas ce que vous faites vous, mais les recos, c'est de surveiller la virémie. On ne fait pas la verrurie et depuis le départ de Dominique Nauchy, on ne fait plus les décoïcelles. Ouais. Alors, là, je crois qu'il y a peu de centres en France où on fait les decoy cells. Nous, on les faisait, mais il y a très longtemps, on a abandonné parce que c'est vrai qu'avec la virurie, on a des marqueurs précoces de l'infection, donc ça nous va. Et que c'était pas très sensible quand même, ce test. En tout cas, Non, bon, mais, non, mais moi, je me suis posé la question après t'avoir écouté et puis avoir écouté aussi Nassim sur justement la cytologie urinaire pour le dépistage d'éventuels de cancers de vessie. Mais tu en reparleras probablement tout à l'heure. non, je ne reparlerai plus des cancers, mais on peut en reparler dans la discussion. Mais après, c'est vrai que, en fait, toute la question est de savoir à quel moment il faut intervenir. Donc, Mm. si on veut intervenir à la virémie, ben, on peut ne pas vérifier la virurie. Si on veut intervenir à des stades précoces, il faut peut-être intervenir, je dirais, quand on a des viruries hautes ou des virémies faibles. Donc, c'est un peu là la fenêtre de tir. Donc, en fait, les stratégies thérapeutiques se déclinent en fonction finalement de l'évolution de cette infection. Vous avez vu que c'est une évolution cinétique hein, dans le temps, c'est pas intenté. L'évolution, l'infection, elle évolue dans le temps. Donc, il y a deux types de stratégies. Soit, ben, une fois que la virémie est là, ben, c'est ce que j'appelle la stratégie curative, c'est-à-dire l'infection, elle est déjà là et on essaye de la traiter. On va voir si on a des outils pour faire ça. Et puis, il y a une autre stratégie, c'est la stratégie préventive, c'est-à-dire la stratégie avant toute réplication virale, à mon avis, c'est-à-dire avant même la virurie. Ça se discute. Et puis, il y a cette zone grise de la virurie, pas trop importante, où finalement, on ne sait pas très bien quoi faire parce que déjà, un, on ne le fait pas tous, deux, les recommandations ne recommandent pas de le faire. Et puis trois, je sais pas très bien où s'arrête la stratégie préventive. Est-ce qu'on peut la mettre en place jusqu'à la virurie incluse ou pas? Ça, c'est pas encore étudié, donc je ne pourrais pas répondre à ça.
C'est encore une question ouverte. Donc, un petit mot d'abord pour la stratégie curative, parce qu'on a eu quand même pas mal d'espoir hein, sur un certain nombre de molécules ou de procédés. Donc ça, c'est au moment où vous voyez apparaître une virémie au-delà de 3 logs, hein, donc 1000 copies. Donc tous les stades probables, présumés ou même prouvés par biopsie. Donc il y a pas mal, enfin il y a quelques molécules qui ont été testées. Donc les premières qui ont été testées parce que les quinolones avaient une activité in vitro sur la croissance du bécavirus, ben, c'est la seule où on a une RCT, hein, des études contrôlées. Et ça a été étudié d'ailleurs aussi en préventif et en curatif. Dans les deux cas, les études étaient négatives, donc les quinolones, ça ne marche pas. Après, on a eu quelques papiers sur l'intérêt potentiel du léflunomide qui était intéressant puisqu'il était et antiviral et immunosuppresseur. Et il y a même eu une lettre dans le New England, sauf que c'était très peu de patients, c'était des études évidemment non contrôlées, donc on ne peut pas faire la preuve aujourd'hui de l'intérêt du léflunomide et la plupart des centres l'ont abandonné. Et puis après, on a essayé évidemment des vrais antiviraux, donc le cidofovir, par exemple, qui a une bonne activité antivirale in vitro. Mais vous le savez, d'ailleurs, vous avez publié là-dessus sur la néphrotoxicité de cette molécule dans le contexte d'une infection virale du greffon avec souvent une dysfonction rénale, cumuler la toxicité rénale du traitement plus l'insuffisance rénale liée à l'infection, bah, c'est pas possible, donc on l'a abandonné aussi. Et puis, on a une piste intéressante, c'est le brincidofovir. Le brincidofovir, c'est une prodrogue non néphrotoxique du cidofovir. Donc, c'est vraiment intéressant sur le plan conceptuel parce que ça marche sur le bécavirus et c'est pas toxique. Sauf que ça a été développé dans d'autres indications et c'est pas du tout disponible aujourd'hui en France. C'est réservé à des traitements enfin, des infections comme l'adénovirus, je crois, et c'est utilisé aux États-Unis. Bon, il y a eu 2 case reports, mais qui sont positifs, mais bon, de toute façon, on ne peut pas l'avoir. J'ai déjà essayé de voir avec la firme. Ils ne nous donnent pas le traitement. Donc après, on a eu un espoir avec l'arrivée des inhibiteurs d'mTOR et pareil, un peu comme pour les flunomides, on s'est dit ça va être intéressant parce que d'une part, il y a une activité antivirale par le blocage de la voie mTOR parce que le virus, il utilise cette voie pour se répliquer. Et puis d'autre part, l'immunosuppression est peut-être moins délétère parce que ça, in vitro, ça inhibe moins les lymphocytes cytotoxiques BK spécifiques. D'autre part, on a des études cliniques comme l'étude que vous connaissez, Everse-MV de Bordeaux, qui montre que cette stratégie d'utilisation de l'éverolimus, elle est intéressante en de novo pour la prévention de l'infection à CMV. Donc, on pouvait faire le parallèle avec le BK-virus. On avait aussi des études rétrospectives qui nous donnaient des signaux intéressants. Donc, à gauche, vous avez une étude en de novo où dans le bras everolimus cyclosporine, il y avait moins de virémie BK, 9% versus le bras MPA cyclos, 22%. Et puis, à droite, une étude en switch à M3 où on avait là aussi moins de virémie chez les patients qui avaient été switchés pour la RAPA à M3 avec en multivarié une persistance de l'effet intéressant du sirolimus sur la virémie BK avec un autre ratio à 0,33. Enfin, on avait les données de la grosse étude Transform qui était aussi encourageante, c'est une étude à plus de 2000 patients, où ils n'avaient pas regardé de manière systématique les viruries ni les virémies BK, mais les investigateurs pouvaient déclarer la survenue des infections, et en particulier de l'infection BK-virus. Et dans les événements indésirables qui avaient été déclarés par les investigateurs, on avait dans cette étude moins d'infections à BK-virus, 4,3% dans le bras Evero versus 8 dans le bras MPA. Vous voyez que de toute façon, c'était des chiffres qui ne correspondent pas à la réalité et c'était probablement sous-estimé dans les deux bras et ce n'était que des données de I. Mais néanmoins, toutes ces données étaient corroborées l'intérêt éventuel de l'inhibiteur d'mTOR. Il y avait une question? Et puis moi, dans ces études-là, sur le plan viral, enfin, le diagnostic d'infection avec un virus était porté par la biopsie, par la virémie. Est-ce qu'il y avait d'autres comment dire, d'autres marqueurs de l'infection pour prédire finalement la sensibilité au traitement, quoi?
Bah, à dans fond. toute forme, je sais pas, ça dépendait des pratiques des centres, tu vois, parce que c'était juste des déclarations, donc il y avait des investigateurs qui devaient faire des biopsies, d'autres pas. Et pareil, les suivis, ils n'étaient pas systématiques dans l'étude, donc je ne peux pas te répondre parce que c'était vraiment multicentre. Du rétrospectif, ça? Ouais, bah, c'est prospectif Ah, déclaratif. Ah, c'est prospectif de novo depuis la greffe, mais c'est d'accord. pas ciblé sur les infections, c'est vraiment des EI, tu vois, qui ont été déclarés. Mm, mm. Bon, en tous les cas, pour répondre à cette question, bah, Eric en a parlé, on a mis en place une étude prospective dans le cadre d'un PHRC multicentrique français. Donc, on a inclus 130 patients. En fait, l'idée, c'était de détecter des virémies relativement faibles parce qu'on hésitait entre des viruries fortes ou, enfin, intervenir au moment de la virurie forte ou de la virémie. Comme tous les centres ne faisaient pas la virurie, on s'est dit on va traiter les patients dès qu'ils deviennent virémiques. Donc, en fait, l'inclusion dans l'étude, c'était dès l'apparition d'une virémie, même si elle n'était pas très importante. Et à ce moment-là, on randomisait entre remplacer le MPA par de l'évéolimus avec un taux résiduel à 3,8 ou bien réduire le CellCept de 50%. Et puis, avec dans les deux bras, les mêmes cibles de CNI, 3,6 pour le tacro, 50,75 pour la cyclo. Et je vous le dis tout de suite, les cibles ont été bien respectées dans les deux bras. Donc, de ce côté-là, les bras étaient comparables. Donc, en fait, on comparait juste la stratégie baisse du MPA de 50% versus switch et Everolimus. Le endpoint principal, c'était le pourcentage de clairance virale à 6 mois. Et les patients étaient ensuite suivis pendant 2 ans. Et donc, on a inclus 130 patients répartis dans ces deux bras. Et puis, de façon inattendue, on va dire, on a trouvé exactement l'inverse de notre hypothèse. C'est-à-dire que dans le bras Everolimus que vous voyez en haut, on avait 55% de clairance virale versus 81% de clairance virale dans le bras CellCept divisé par 2. Donc, c'était beaucoup plus efficace. Et pareil, le temps pour obtenir la clairance virale, il était plus long dans le bras Evero, 120 jours versus 60 jours dans le bras MMF avec des effets secondaires, enfin des taux de néphropathie qui étaient les mêmes, mais il n'y avait pas de biopsie systématique, le même taux de rejet, la même fonction rénale, et comme je vous l'ai dit, les taux résiduels qui étaient vraiment dans les cibles dédiées du protocole, donc il n'y a pas eu euh, comment dire, il n'y a pas eu de biais par rapport à ça. Donc la conclusion de cette étude, finalement, c'était que quand le patient démarre une virémie, a priori, il n'y a pas d'indication à remplacer le MMF par de l'évérovimus pour améliorer la clairance virale, mais plutôt de baisser le MMF de 50%. Alors, les recommandations dont je vous ai parlé tout à l'heure sur les nouvelles classifications, elles évoquent aussi bien évidemment la prise en charge. Donc, en fait, elles posent beaucoup de questions hein, parce qu'il n'y a pas vraiment de réponse aujourd'hui à toutes ces questions. Mais la première question, c'est quand baisser l'immunosuppression? Donc, dans les recommandations, ils suggèrent de baisser l'immunosuppression quand la virémie dépasse 3 logs. Donc, en fait, en gros, c'est le plus souvent le seuil de détection dans vos laboratoires, hein. Le seuil de détection, c'est 2,6 ou 2,8 logs. Donc, 3 logs, c'est vraiment une virémie faible. Donc là, c'est suggéré et c'est recommandé de baisser l'immunosuppression. Bon, ça, c'était déjà dans les recommandations précédentes lorsque la virémie atteint 4 logs, mais à mon sens, il faut essayer de diminuer avant. Sinon, on est dans un stade d'infection qui est déjà sévère. Donc cette question du seuil d'intervention, elle n'est pas encore tranchée, mais il n'y a pas d'études qui prouvent à quel moment il faut baisser l'immunosuppression. Peut-être qu'il faut même aller en amont, c'est-à-dire sur une virurie élevée, hein, ce qui s'appelle aujourd'hui la BKVN possible. Et comment? Ah, la deuxième question, c'est qu'est-ce qu'il faut faire? Donc, vous avez vu dans BKaver, on avait pris la stratégie de baisser le CellCept de moitié et de diminuer les cibles d'anticalcinurine dans le premier mois qui suivait la randomisation. Et dans les recommandations, ils nous laissent le choix, en fait. On a le choix. Stratégie numéro un, on diminue l'antimétabolite de moitié en premier, et puis on voit ce qui se passe. Si ça ne suffit pas, on l'arrête. Deuxième étape. Si ça ne suffit pas, troisième étape, on agit sur les anticalcinurines. Mais on a aussi la possibilité de réduire les anticalcinurines en premier. Là, vous voyez que les cibles, elles sont assez proches, en tout cas pour le tacro, des cibles qu'on avait définies dans BKever. Pour la cyclo, c'est un peu plus, parce que nous, on avait mis 50-75. Et pareil, on fait
step by step, c'est-à-dire on attend, on refait des contrôles de virémie. Au bout d'un mois, si c'est toujours pas en baisse, on passe à la deuxième step, c'est-à-dire baisser le CellCept. Et puis, si c'est toujours pas bon, on arrête le CellCept. Voilà, pour les différentes stratégies, je ne sais pas si vous voulez discuter de ça, mais bon, en tout cas, je pense que chaque centre a un peu ses habitudes. Il y a aussi des centres qui proposent un switch tacro vers cyclo, comme Tours, par exemple. Nous, c'est ce qu'on fait. C'est compliqué, mais même sur la diapo précédente, si tu veux, moi j'ai eu une longue discussion avec Christophe Legendre et puis Dany. C'est vrai que ils disent qu'à partir du moment où il y a du BK et un rejet, finalement, ce qui va tuer le rein, c'est plus probablement le BK que le rejet. Donc, ils nous conseillent de pas traiter trop et de baisser même l'immunosuppression. Enfin, c'est compliqué. Mm. Et puis, la deuxième chose, c'est que oui, on a pris plutôt l'option de se dire qu'on passait du tacro, qui est quand même un facteur de risque, à la cyclo et avec des cibles qui sont celles plutôt qu'on a dans BK Ever, c'est-à-dire vers 50, on va dire. Ouais, 50-60. Mais là, on a eu une très mauvaise expérience avec une patiente. Et puis en plus, si tu veux, mais tu le sais bien, c'est qu'on a pas mal quand même de HRI, de haut risque immunologique. Et c'est vrai sur lequel on tape quand même très très fort au début. Donc je ne sais pas si c'est... enfin, voilà, c'est compliqué. On a quelques histoires très tristes quand même actuellement. Bah, c'est compliqué, c'est un peu à la carte, et puis on a aussi des histoires très tristes. Donc, enfin, je veux dire, ça marche pas chez tout le monde, hein, c'est évident. On n'a pas encore détecté finalement la façon d'individualiser cette baisse de l'immunosuppression, on la connaît pas en fait. On n'a pas les outils. On en reparlera peut-être après. C'est pour ça que je pense qu'il faut pas peut-être essayer de ne pas en arriver là, parce qu'on est tous d'accord pour dire qu'on n'est pas satisfait finalement de cette façon de faire. Et puis il y a un autre point, c'est que là, je vous remontre les graphiques des recommandations. Ce qui est intéressant, c'est de voir les graphes qui sont en dessous des éléments de virurie et de virémie. Ce que vous voyez, c'est que quand on a une virurie ou une virémie qui apparaît, ben, on baisse l'immunosuppression de manière globale. Donc on arrive ici, je ne sais pas si vous voyez ma flèche, mais on arrive effectivement à un état de sous-immunosuppression. Et dans cet état-là, il se passe deux choses. La première chose qui se passe, c'est que bah, c'est ça, c'est ce qu'on veut, c'est qu'il y a une restauration de la réponse T cytotoxique anti-bécavirus, donc ça c'est voulu. Mais à ce moment-là, on va voir arriver des lymphocytes T cytotoxiques finalement anti-béca dans le greffon, et souvent on a un petit pic de créatinine. Donc ça, on va dire, il ne faut pas s'en inquiéter, c'est un peu comme le CIRS dans le foie, mais ça prouve presque que, on est en train de guérir de l'infection. Mais par contre, il y a une deuxième chose, c'est qu'à un moment donné, donc si ça fonctionne, bah, cette immunité cellulaire, elle va prendre le dessus, elle va réussir à débarrasser votre malade du bécavirus. Et à ce moment-là, si vous laissez l'immunosuppression trop basse, eh bien vous allez voir apparaître une réponse allo-immune cette fois-ci, et une deuxième dégradation de la fonction rénale qui sera là liée plus à un mécanisme de rejet cellulaire ou humoral. Mais en tout cas, il faut essayer de ne pas en arriver là. Et donc, pour faire ça, il faut penser aussi à augmenter l'immunosuppression à partir du moment où la clairance virale est obtenue. Parce que des fois, on oublie. On laisse les patients avec des immunosuppressions basses et on oublie il faut remonter le traitement. Excusez-moi, il faut juste que je branche mon ordinateur. Ah oui, que ça ne s'arrête pas. Bah, j'en profite pour te poser une question. Parce que là, on nous pose au fur et à mesure, je suis désolé, mais ce que tu appelles la clairance virale obtenue, parce que nous, on réaugmente un petit peu quand on est en dessous de 2 log de virémie. Bah oui, c'est ça, parce que nous, on réaugmente quand on est à ce qu'on C'est a. pas à zéro, je veux dire. Ah Tu bah attends zéro, pas. tu peux pas, parce que comme je vous l'ai dit, le seuil de détection du labo, ça dépend des labos, mais ça peut être de 6, de 8. Donc en dessous de ça, ils nous répondent DNQ, c'est-à-dire détectable non quantifiable. Donc DNQ, ça doit être entre 2 et 2,6 log. Donc c'est là qu'on remonte, donc comme vous, effectivement. Mm. D'accord. Et deuxième question, on utilise pas mal les. Parce que c'était Dany aussi qui avait présenté ça, je ne sais plus quel était le premier, c'était un interne, je crois, sur le monitoring des anticorps anti-HLA, justement pour remonter si jamais on voit apparaître une alloréactivité anticorps pour le coup. Ouais, bah c'est sûr, après, quand le DSA est là, Ouais. tard, quoi, parce que C'est des trop fois, tard. si tu le chopes vraiment juste au tout début et en montant l'immunosuppression,
ça peut suffire, mais des fois, le mécanisme, il est enclenché et tu rattrapes pas les choses, hein. Ouais. Je crois qu'il faut vraiment bien surveiller la virémie et quand la virémie disparaît, on remonte le traitement assez vite, en fait. D'accord. Voilà, donc finalement, la conclusion de cette première partie, ben, vous l'avez compris, c'est qu'il n'y a pas, aujourd'hui, il n'y a pas de traitement antiviral spécifique. Peut-être un jour on aura le brincidofovir, mais encore faudra-t-il faire des études. La baisse de l'immunosuppression, ben, elle est indispensable pour restaurer l'immunité cellulaire spécifique du BK-virus, mais on ne sait pas très bien comment la manier. Et puis il y a probablement des spécificités individuelles qu'on n'est pas capable de capter aujourd'hui. Si on pouvait surveiller cette immunité cellulaire, peut-être avec des tests de type ELISpot, mais vous savez que c'est compliqué à faire, ben, ça nous aiderait probablement parce que nous, ce qu'on a constaté, c'est que c'est un peu trivial de le dire, mais plus vous avez une remontée rapide de cette immunité, bah, plus vous allez, c'est corrélé avec la guérison finalement, hein, c'est comme pour le CMV. Donc peut-être que si on pouvait surveiller ça, ça pourrait nous guider sur la gestion de l'immunosuppression. Peut-être on travaille dessus, mais les données sont pas super encourageantes pour le moment. Le TTV, vous savez, ce virus, ténotorquévirus, qui est peut-être un intégrateur du degré d'immunosuppression du patient, peut aussi nous aider. On verra. Et puis, ben, le risque d'apparition des DSA, on en a parlé. Donc, tout ça pour dire que finalement, cette stratégie, elle n'est pas forcément la meilleure. Et donc, ce que je vous propose, c'est peut-être de réfléchir plutôt à une stratégie préventive euh, avant l'infection, hein. Donc, est-ce que c'est avant la virurie, avant la virémie? Je ne sais pas vous dire, mais en tout cas, c'est avant qu'il se passe quelque chose. Donc, pour bien comprendre cette stratégie préventive, je voudrais rappeler quelques données aussi en introduction. C'est qu'il n'y a pas qu'un seul BK. Maintenant, on est habitué à ces histoires de génotypes grâce au SARS-CoV-2. Dans le BK, on a plusieurs génotypes. Le géno 1 qui est le plus fréquent dans notre pays, qui a lui-même des sous-types d'ailleurs, et le géno 4 et le géno 2. Le géno 3, probablement, il n'existe pas. Et donc, vous pouvez avoir un patient qui a une souche majoritaire, donc c'est un patient qui a que du géno 1, c'est quand même le plus fréquent. Il peut y avoir des patients qui ont plusieurs souches qui coexistent, mais c'est plus rare. Vous voyez sur le graphique en haut, ça c'est une petite étude qu'on avait faite dans notre cohorte pour voir un petit peu la répartition. Donc c'était majoritairement du 1, 10% du géno 2 et 20% du géno 4. Et ce qui est très important à comprendre, c'est que le patient, nous tous, on développe des anticorps neutralisants qui sont spécifiques de notre souche à nous. D'accord? Donc si on est infecté par du géno 1 dans l'enfance, on va avoir des anticorps spécifiques, neutralisants spécifiques du géno 1, mais si on reçoit un greffon qui a un géno 4, par exemple, eh bien, c'est comme si on était en mismatch. On n'est pas capable de se défendre correctement contre ce virus. Et ce qu'on sait aussi maintenant, c'est que effectivement, le BK qui se réplique après la greffe chez le receveur, c'est le BK de son rein, donc le BK de son donneur, pas de son rein à lui, mais de son greffon. Donc le BK de son donneur. Ça a été montré dans une étude américaine où ils avaient séquencé tous les BK virus dans des couples donneurs-receveurs et ils ont montré que c'était toujours le génotype du donneur qui se répliquait. Et puis nous, on avait regardé aussi dans une cohorte un peu ancienne de 69 donneurs. Là, on vient de refaire l'analyse sur 502 couples donneurs-receveurs. J'étais à la thèse de l'interne en pharmacie qui a présenté ça hier. Et on montre la même chose, c'est-à-dire que presque 87% des patients qui répliquent, c'est la souche du donneur qui réplique. Et après, on va avoir une petite dizaine, enfin 7% de patients qui vont répliquer leur propre BK et on va avoir 7% de patients qui vont probablement faire une primo-infection à distance de la greffe avec un nouveau BK qui vient probablement de l'environnement. Mais c'est vraiment ultra minoritaire. Là, on est Et bien donc, d'accord que c'est en transplantation rénale. oui, oui, que en rein, parce qu'en poumon, on a regardé, c'est toujours, bah, c'est forcément le virus du Oui, receveur. c'est pour ça. Non, mais c'était pour être sûr que l'on se Non, mais tu as raison, et c'est vraiment très intéressant. C'est pas du tout la même physiopathe, parce qu'en poumon, c'est une réactivation du virus des reins natifs, en fait. Et c'est aussi probablement pour ça que c'est plus rare, parce que du Mhm. coup, il n'y a pas cette notion de T'as raison. mismatch. Alors, on avait effectivement dans notre cohorte locale montré que finalement le taux
d'anticorps neutralisants au moment de la greffe dirigés contre le génotype du donneur était important. Autrement dit, si le patient est protégé contre le virus du donneur, ben, il va faire moins d'infections, alors que si son taux d'anticorps neutralisant est bas, il va faire plus d'infections. D'accord? Avec un risque relatif à peu près de 2. Et donc, on avait à cette époque mis le seuil de ces anticorps protecteurs ou pas protecteurs à 4 logs. Et c'est ce seuil qu'on a utilisé dans l'essai Bécanig. Et maintenant, en réanalysant toute notre cohorte, on se rend compte que peut-être que ce seuil sera un peu plus bas, peut-être de 3,5 logs. Mais en tout cas, on était parti sur ce seuil initial pour le projet Bécanig. Alors après, on s'est dit, bon, bah, si les patients sont à risque, c'est-à-dire s'ils n'ont pas assez d'anticorps neutralisants au moment de la greffe, comment est-ce qu'on peut faire pour leur en donner? Puisque les anticorps spécifiques du BK, aujourd'hui, ça n'existe pas. Donc, on était allé voir si on en trouvait dans les IgIV, les IG polyvalentes. On avait testé plusieurs préparations, le Privigène, le Cléride, l'Octagam, et dans des petits restes de flacons, quand on avait utilisé ces flacons pour traiter des patients, par exemple, pour des rejets. Et on avait vu que ben, on en trouvait en fait des anticorps neutralisants dans ces flacons. Alors plus pour le géno 1 parce que c'est le génotype majoritaire dans les pays occidentaux, qui sont les pays où on prélève les donneurs de plasma qui vont ensuite donner les préparations d'IGIV, un peu moins pour le géno 2 et pour le géno 4. Et quand on avait regardé chez les patients qu'on avait traités pour des rejets humoraux ou pour des déficits immunitaires avec des IgIV, on avait vu effectivement qu'après la perfusion d'IgIV, leur taux d'anticorps neutralisants augmentait, surtout contre le géno 1 et un petit peu contre le géno 2 et le géno 4. Donc on s'était dit que grâce aux IgIV, à des doses peut-être différentes en fonction des génotypes qu'on veut prévenir, eh bien, on peut utiliser des IgIV polyvalentes. On avait regardé dans notre cohorte rétrospective si les patients qui avaient eu des IgIV pour des raisons non liées au BK, hein, un DIS ou un rejet, et qui étaient dans le bras à risque de faire une infection à BK étaient protégés. Mais bon, c'est une étude rétrospective avec tous les biais que ça comporte. En tous les cas, le bras là, qui était à haut risque et qu'on avait traité par IgIV en vert, rejoignait le risque des patients qui étaient à bas risque, hein, versus les patients à haut risque qui n'avaient pas eu d'IGIV. Donc, en fait, on était assez conforté dans cette hypothèse que les IGV pourraient éventuellement prévenir cette infection à bécavirus. C'est pour ça qu'on a donc designé ce deuxième PHRC auquel vous avez participé pour voir l'intérêt de la perfusion d'IGIV chez des patients qui nous semblaient à risque d'infection, c'est-à-dire des patients qui avaient un taux d'anticorps neutralisant dirigés contre la souche de leur donneur inférieur à 4 logs à J0 au moment de la greffe. Une fois que ces patients avaient été identifiés, ils ont été randomisés en recevoir 3 cures d'IGIV versus ne rien faire, faire comme d'habitude. Vous aviez une question? Non, non, non. Ok. Donc, en fait, dans ce protocole, on avait proposé de faire les perfusions assez tôt parce qu'on s'était rendu compte que finalement, l'infection à bécavirus, elle pouvait survenir assez vite chez certains patients. Donc, on avait proposé la première cure à J10, la deuxième 3 semaines plus tard et la troisième cure 3 semaines plus tard. Ce qui fait qu'en fait, les patients, ils avaient reçu leurs 3 cures dans les 2 premiers mois de la greffe. Donc, je n'ai pas encore les résultats de cette étude parce que le dernier patient est arrivé au bout des 2 ans de suivi en octobre. Donc, on va pouvoir maintenant geler la base, enfin vérifier qu'il n'y a pas des queries et tout ça, geler la base et puis faire les analyses. Mais on a réussi à avoir des données très préliminaires sur les 73 premiers patients à 3 mois. Donc, c'est vraiment ultra préliminaire. Mais les messages sont quand même encourageants, puisque vous voyez que sur, par exemple, la probable néphropathie, c'est-à-dire la virémie supérieure à 3 logs, on a 16% dans le bras contrôle versus 3% dans le bras traité. Et puis pour la néphropathie présumée, on a 13% versus aucun cas dans le bras traité. D'accord? Et en avant-première, ce que je peux vous dire, c'est que probablement qu'on va consolider ces résultats. Par contre, le point, le point d'alerte, c'est que finalement, on va on va décaler l'infection. C'est-à-dire que quand on arrête les IgIV,
quand on verra les résultats M6, M12, eh bien, on voit que les bras restent séparés, mais le bras traité, il va petit à petit rattraper le bras contrôle parce que finalement, on va éliminer les IGIV et probablement qu'il va falloir si on met ça en place, qu'on continue plus longtemps les cures parce que 2 mois, c'était probablement trop court. Et en curatif, par contre, zéro place, quoi, parce que nous, on a pu le faire pour Madame Revet, par exemple. Bah, à mon avis, zéro place, parce que moi, je pense que en curatif, c'est vraiment l'immunité cellulaire qui prend le relais et qu'une fois que l'infection, elle est là, les anticorps, finalement, ils ont plus tellement leur place. Ils sont vraiment là pour éviter que l'infection, enfin, que le virus se transmette d'une cellule à l'autre au démarrage. Mais une fois que l'infection, elle est là, après, c'est les T cytotoxiques qui vont venir détruire les cellules infectées, finalement. Voilà, en tout cas, on aura sûrement des résultats intéressants et riches d'enseignements pour la poursuite de ces projets. Donc voilà, le deuxième message, c'est qu'il faut probablement obtenir un taux efficace d'anticorps neutralisants pour pouvoir prévenir l'infection rapidement après la greffe. Peut-être qu'il faut maintenir ce taux efficace pendant quelques mois. Par quels moyens? Bon, bah, pour l'instant, on n'a que les IGIV. Les doses doivent être adaptées au génotype, puisque vous avez vu peut-être les génotypes 1, on peut utiliser des doses plus faibles. Les génotypes 2 et 4, il faudra utiliser des doses plus fortes. Mais ça va dépendre des seuils qu'on veut atteindre. Et puis, la question va aussi se poser de savoir à qui faut-il donner ces traitements préventifs. Et puis, je vous l'ai dit, combien de temps. Donc pour finir dans les perspectives, il y a quand même des choses qui vont encore arriver. On travaille avec une équipe de Bethesda au NIH qui développe un vaccin, un peu sur le modèle de l'HPV. C'est un vaccin qu'on appelle à particules pseudovirales. Donc ce qui est intéressant, c'est qu'il est multivalent, c'est-à-dire qu'il va être dirigé contre plusieurs génotypes du BK. Vous voyez peut-être dans le petit tableau le BK1, le 2, le 4 et même le JC. Ça a l'air d'être intéressant parce que du coup, on peut utiliser un vaccin qui peut nous protéger contre tous les génotypes et peut-être même le JC virus qui est un cousin. Ce vaccin a été étudié dans des modèles de souris, ça fonctionne bien, et dans des modèles de singes avec, vous voyez, des taux de neutralisation qui sont très importants et qui sont obtenus contre les différents génotypes. Donc, pas mal d'espoir pour ce vaccin. Le seul bémol, c'est que c'est les États-Unis. Donc, vont-ils arrêter les recherches? C'est là toute la question. On a actuellement, pour ceux qui le connaissent, Ilyes Benotman, qui est en postdoc dans cette équipe. Pour l'instant, il arrive à travailler. Bon, pas en ce moment parce que c'est le shutdown. Il n'a pas le droit d'aller au laboratoire, mais ils arrivent quand même encore dans leur équipe à travailler, malgré le fait qu'il y a eu quelques personnes qui ont été virées. Bon, donc c'est pas la joie quand même. Et puis deuxième espoir, c'est le développement par certaines firmes et puis par euh, une start-up avec laquelle on travaille d'anticorps monoclonaux, là encore sur le modèle du SARS-CoV-2. On connaît bien ça maintenant, avec des premiers essais qui sont peut-être encourageants, mais les firmes qui ont utilisé pour le moment cet anticorps dans les essais l'ont utilisé en curatif avec des résultats qui sont statistiquement significatifs, mais qui pour moi ne sont pas suffisants pour être content. Je pense que le positionnement est mauvais et qu'il va falloir le positionner probablement en préventif et non pas en curatif, ce qu'on va probablement vous proposer dans un délai assez court, je l'espère. Voilà, bah, en conclusion, je pense que je ne vais pas redire tout ça, mais j'espère vous avoir convaincu qu'une stratégie préventive était probablement dans l'avenir la plus intéressante. Il restera à définir les modalités et puis aussi à quel patient va-t-on proposer cette stratégie. Finalement, en discutant avec nos virologues, on s'est dit peut-être tout le monde, parce que c'est quand même une infection fréquente et grave. Donc peut-être ce serait intéressant de traiter tout le monde en préventif, pourquoi pas. Et puis pour le curatif, pour le moment, on n'a pas tellement d'outils intéressants et on n'a pas tellement d'outils de monitoring non plus. Donc on reste un peu sur notre faim et on reste confronté, comme vous l'avez dit, à des cas de patients qui perdent encore leur greffon sur des infections qui sont sévères. Voilà, merci. Si vous avez encore des questions. Est-ce que l'avenir, ça serait du coup de génotyper le bécavirus du donneur quand on greffe les malades pour leur proposer une stratégie après adaptée Ouais, alors ça, on ne peut pas le faire parce que pour la plupart d'entre eux, on n'a pas accès au virus vu qu'ils sont ni virémiques ni viruriques.
Donc, Et la stratégie qu'on utilise, nous, ça, je peux encore vous montrer une diapo. J'avais préparé une diapo. Ah, pardon, j'ai oublié de remercier toutes les équipes qui travaillent évidemment sur ce sujet, donc en particulier l'équipe de virologie avec laquelle je travaille, et puis tous les investigateurs des protocoles dont on a parlé. Et puis, voilà, j'avais préparé cette petite dia. Alors, je suis désolée, c'est un peu flou. Ce qu'on fait, nous, c'est comment dire, pour approcher le virus qui sera transmis par le greffon, donc le virus du donneur, c'est qu'on dose chez le donneur, parce qu'on a accès à son sang, les anticorps neutralisants du donneur. Et quand les anticorps neutralisants du donneur sont forts pour un génotype, on sait que le virus qu'il héberge, ben, c'est le virus contre lequel il a beaucoup d'anticorps. Et vous voyez, ça, c'est une stratégie qu'on a mis au point pour affiner un peu le risque chez le patient, parce que ça se rapproche un peu du concept de mismatch dont je vous ai parlé. Je vous ai dit, quand on sait qu'il y a un mismatch, c'est pas bon. Quand on sait que le receveur, il n'est pas immunisé contre le virus de son donneur, c'est pas bon. Et quand on sait en plus que le donneur, il a beaucoup d'anticorps contre son virus, c'est probablement qu'il est porteur d'une charge virale peut-être intrarénale importante. Ça reste à démontrer, mais c'est une hypothèse. Et quand on combine ces deux données, ben, on arrive à des stratifications du risque qui sont encore plus précises. Pour vous donner un exemple, si vous prenez la courbe rouge, c'est le donneur qui a beaucoup d'anticorps, donc il a probablement beaucoup de charge virale intrarénale, qui est greffé chez un receveur qui n'a pas beaucoup d'anticorps. Je vous ai dit qu'on allait certainement mettre le seuil à 3,5. Là, on est à plus de 20% de virémie probable. Et quand on est sur la courbe verte, là, avec un donneur qui a peu d'anticorps, donc probablement une infection ancienne ou peu de charge virale, chez un receveur qui va être bien protégé, bah là, on est à moins de 5% d'infection. Vous voyez, donc on peut stratifier en prenant en compte ce qui se passe chez le donneur versus ce qui se passe chez le receveur, peut-être encore mieux que quand on regarde seulement le receveur. Donc ça, c'est des Euh, données, c'est en cours, hein, ça, c'est pas publié, c'est vraiment des données locales qu'on essaiera de confirmer d'ailleurs sur la cohorte Bécanig, qui nous servira, comme elle est multicentrique et prospective, de cohorte de validation. Et si on arrive à montrer que c'est intéressant, ça pourrait être utile. Mais le problème, on n'en a pas encore parlé, le problème c'est que ces tests de neutralisation, ils sont difficiles à faire. Tout le monde ne peut pas les faire, ça prend 2 jours, 3 jours, ça nécessite de la culture virale, ça nécessite des technologies un peu spécifiques. Et donc, en fait, on n'y a pas accès en routine. Donc, on faudra qu'on essaye de développer, on y travaille, un ELISA qui sera simple, qui pourra être diffusé dans tous les centres et qui sera finalement un surrogate marqueur de la neutrale. Mais c'est pas simple parce que aujourd'hui, les ELISA qui existent, ils dosent en même temps des anticorps neutralisants, mais aussi des anticorps non neutralisants. Et c'est pour le moment une soupe qui ne permet pas d'avoir une info aussi précise que celle-là. Donc voilà. Sophie, c'est Alexandre Kiras. J'ai juste une question. Tu peux nous redire un peu quelles sont les recommandations pour la deuxième greffe si le patient a perdu son greffon d'un bécavirus, en fait, la première fois? Ouais. Euh, alors, dans notre pratique et dans les recommandations, j'ai pas mis de diapo là-dessus. On peut évidemment regreffer après une perte du greffon du bécavirus. L'idéal, évidemment, c'est de s'assurer qu'il n'y a plus d'infection active, c'est-à-dire si le patient a encore une diurèse, de vérifier s'il n'y a plus de BK dans les urines. S'il y a encore du BK dans les urines, on recommande plutôt de faire une transplantectomie du premier greffon parce que le patient va pouvoir se réinfecter à partir de deux sources. La première source, ça va être le nouveau greffon, et la deuxième source, ça va être son ancien greffon. Si vous partez sur une transplantectomie, il ne faut pas oublier de dire au chirurgien qu'il faut enlever l'urtère aussi, parce que normalement, quand on fait une transplantectomie, par exemple pour un syndrome d'intolérance du greffon, ils vont couper au niveau du huile, ils vont laisser un moignon d'urtère, et ça, c'est une source d'infection. Donc, il faut aller jusqu'à la vessie et faire une néphrectomie avec urétérectomie. Cela dit, ça a été longuement débattu par les experts au moment de la réalisation des dernières recommandations. Et dans les recos, c'est pas marqué qu'il faut faire une transplantectomie, c'est laissé à l'appréciation de l'équipe. C'est un peu, il y avait la moitié des centres qui le faisaient, l'autre moitié qui ne le faisaient pas. Donc c'est comme vous voulez.
Et le risque donc de récidive sur le deuxième greffon, c'est quelque chose qui est relativement faible si justement on prend la précaution d'avoir une virurie négative avant la greffe. Voilà, et après, tu peux aussi voir si le patient il a développé des anticorps, hein, ce qui est souvent le cas quand même. Et ben, si tu as la chance d'avoir un deuxième greffon qui transmet le même génotype, finalement, le risque va être assez faible puisque le patient il sera immunisé. Mais bon, D'accord. ça, c'est encore du domaine de la recherche parce que, comme je vous l'ai dit, ces anticorps neutralisants, pour le moment, tout le monde ne peut pas les doser. Donc, mais si vous avez des cas comme ça très précis, où vous êtes inquiet, où vous posez la question sur des stratégies, nous, on peut, enfin, vous pouvez nous envoyer les prélèvements des patients et on peut faire les dosages pour vous dire à quel niveau de protection sont vos patients. Et le TTV, c'est Olivier Tonin, hein, c'est ça qui développe ça? Alors, le TTV, ben, on est plusieurs centres à le faire. Nous, on le fait à Strasbourg. Ça s'est fait aussi à Grenoble parce que Strasbourg et Grenoble, on a participé à un protocole européen qui s'appelle TTV Guide, qui était, dont le but était de monitorer l'immunosuppression dans la première année de greffe, enfin entre 3 mois et 12 mois, par l'intermédiaire de la charge virale TTV. Et puis là, Olivier, il va démarrer un nouveau protocole qui s'appelle Taoïste, qui s'intéresse à des greffés après la première année de greffe, où il utilise les mêmes kits de dosage, qui sont des kits Argène, donc, et on va participer, donc Lyon, Strasbourg, Bordeaux, Toulouse. Donc on sera 5-6 centres à pouvoir faire cette PCR. Mais bon, là, pour le coup, c'est une PCR standard, un kit commercial, tout le monde peut l'acheter et tout le monde peut le faire. Sur le plan de l'immunité cellulaire, on va dire antivirale, on sait qu'il y a l'épitope dominant. Je sais pas, il y a des gens qui ont regardé, je sais pas, un petit peu faire des travers HLA pour essayer de monitorer les populations T antivirales spécifiques. Ou pas. Oui, alors les ELISpot, on les fait majoritairement sur la protéine VP1, qui est la protéine de capsid majoritaire. Après, il y a aussi le large T antigène, il y a d'autres antigènes qu'on peut tester, mais en général, c'est plus ciblé sur VP1. Bon, D'accord, c'est les l'ELISpot. ELISpot, on peut les faire, hein. Sophie Candon les fait à Rouen. Elle était avant à Necker. Nous, on les fait. Mais bon, bah, c'est des tests qui sont quand même compliqués et qui sont longs et qu'on ne peut pas faire en routine non plus. Donc, c'est Et il n'y toujours a pas de stratégie développée pour faire des lymphocytes T, on va dire, modifiés anti-bécavirus, là, comme j'ai vu le projet là, Si, si, ouais, tu as de raison. Lionel pour le CMV là, dans le Oui. HRC. Alors, j'ai départagé, mais effectivement, j'avais une diapo là-dessus. Oui, il y a des T cytotoxiques anti-BK qui ont été développés. Ça s'appelle le poser le clocel de mémoire. Et il y a une étude de phase 2 qui a été publiée. Donc oui, ça peut être un outil, mais en France, pour le moment, euh, je crois que c'est pas encore disponible. J'avais été en contact avec Nancy parce qu'à Nancy, ils ont une équipe de thérapie cellulaire. Ça va peut-être se mettre en place dans cette équipe. Mais en fait, c'est pas très pratique parce que on a souvent des patients très lymphopéniques, donc c'est difficile de prélever leurs lymphocytes et puis de les... Modifié. ouais. Et pour revenir sur l'immunité cellulaire, le monitoring, on aura peut-être des tests plus simples, comme des tests IGRA, un peu l'équivalent des quantiférons, qui pourront peut-être nous aider. On est aussi en train de les tester. Voilà. Bon, après, tout ça, ça a un coût, hein, c'est toujours pareil. Il y a la difficulté de mise en place de ces techniques qui sont parfois complexes. Et puis après, les techniques les plus simples, elles sont parfois coûteuses. Quantiférons, IGRA, tout ça, ça coûte quand même de l'argent. Donc, ouais, il faudra positionner tous ces monitorings dans des cohortes qui sont nombreuses et puis pour lesquelles ben, on a quand même de moins en moins d'argent. Donc, Et au-delà des seuils de virémie et de virurie pour les néphrites présumées, toi, tu développes d'autres outils pour essayer d'anticiper un petit peu l'installation d'une néphrite, genre les cytokines urinaires ou des choses comme ça. ben, non, pas vraiment. Alors, les cytokines urinaires que vous connaissez, c'est XL9 utilisé chez vous. On le sait, Dani nous l'a dit, elles sont très, très, très augmentées hein, quand les patients
virémiques. À la virurie, elles augmentent pas, elles commencent à augmenter au moment de la virémie. Donc c'est intéressant. Ça veut bien dire qu'en fait, l'infection rénale, l'inflammation rénale, elle va démarrer quand on voit apparaître la virémie. Donc en fait, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, il y a ce flou artistique de la virurie qu'il faut que nous, on analyse, qu'on étudie, parce qu'on a beaucoup de données, on ne s'est pas encore tellement concentré là-dessus. Mais c'est peut-être, ça va peut-être être ça qui va nous permettre d'agir peut-être au bon moment. Peut-être au moment de la virurie, c'est peut-être là qu'il faut agir. Donc ce sera peut-être ça le marqueur précoce finalement de l'infection. Et peut-être qu'on va dire au moment d'une virurie supérieure à un seuil que je ne connais pas, c'est là qu'il faut baisser l'immunosuppression parce qu'on voit bien qu'avec les cytokines, les CXCL9 par exemple, ben, quand la virémie est là, le CXCL9 il flambe, donc l'inflammation elle existe déjà, tu vois. Et à part le CXL9, j'ai pas d'idée d'autre chose. Nous, on avait regardé, alors pour tout te dire, on avait regardé, mais ça fait déjà quelques années, avec la thèse d'un étudiant, on avait essayé de faire de la protéomique urinaire. On n'avait pas trouvé de signature spécifique ou du BK ou prédictive, donc ça n'avait rien donné. Donc j'ai rien à te proposer d'autre que pour le moment la virurie peut-être. J'avais une question. Pour les patients chez qui on n'arrive pas à avoir la clairance virale et qui en fait gardent une virémie aux alentours de 3 logs, enfin, pas très élevés, mais 2, 8, 3 logs, quand est-ce qu'on arrête de les surveiller? Parce que parfois ils gardent ça pendant des mois, des mois, des mois. On arrive finalement à 2 ans de transplantation. Et du coup, est-ce qu'on continue à les surveiller? Est-ce que Ah, c'est une bonne question, j'ai pas la réponse. Je pense que oui, parce que même sur les viruries prolongées, je vous l'ai dit, il y a le risque de cancer hein, quand même. Donc je pense qu'il faut continuer à les monitorer et aussi pour remonter l'immunosuppression le jour où ils vont se débarrasser du virus. Mais j'en ai aussi quelques-uns, il n'y en a pas beaucoup, hein. Peut-être 3, 4 dans la cohorte qui ont une virémie comme ça très très prolongée et je ne sais pas quoi faire parce qu'on est vraiment dans une situation là où on ne comprend pas tellement pourquoi. Alors, moi, j'ai un patient, il a le rein de sa sœur depuis, je pense, 4 ou 5 ans. Il a toujours une virémie extrêmement faible et une virurie haute. Et j'ai fait tout, j'ai fait les spot, tout ce qu'on peut faire. Il est à fond, c'est-à-dire qu'il a ce qu'il faut. Il a des anticorps, il a des lymphocytes T cytotoxiques, il a une immunosuppression bien sûr qui est basse. Ben, le virus persiste. On séquence le virus pour essayer de voir s'il y a des mutations, on ne trouve rien. C'est assez bizarre, je ne sais pas comment expliquer ces infections prolongées, mais c'est très rare quand même. Nous, on les surveille, hein, après, j'ai pas vraiment de conseils à vous donner, c'est vraiment du cas par cas. Je pense qu'il faut les monitorer quand même. Et pour ces malades qui ont fait une épite à bécavirus ou une bécavirémie, du coup, le dépistage oncologique, c'est une fois par an une cytologie urinaire. Alors, des fois, leur virémie disparaît, leur virurie va disparaître quelques mois après. Cela, vous êtes tranquille. Mais alors, si vous ne faites pas la virurie, c'est difficile de le savoir. Mais Oui. si chez ces patients qui sont quand même peu nombreux, enfin, finalement, c'est plus toute la cohorte. Hein, on n'a plus que peut-être 15-20% des patients, ils vont faire une virémie, ils vont se débarrasser de leur virémie. Faites peut-être une virurie de temps en temps. Si la virurie est négative, vous êtes tranquille. Si la virurie reste positive, ça arrive pour le coup assez fréquemment. Là, oui, je conseille une cytologie urinaire une fois par an, oui. Et une cystoscopie si vous avez le moindre doute. Parce qu'on a des patients jeunes hein, qui ont fait des cancers de vessie alors que ils n'avaient pas les autres facteurs de risque. Hein. Ce n'étaient pas des fumeurs, c'était pas des... et ils n'avaient pas eu d'endoxan, enfin ce qu'on connaît. C'était pas du tout le tableau du cancer de vessie. Et 35 ans, plus de vessie, c'est dur hein, quand même. Merci beaucoup, Sophie. Merci d'avoir répondu à toutes les questions. À très bientôt. Eric a dû Bientôt. partir pour une réunion, mais Ben, moi aussi, il faut que j'y aille, je n'ai pas vu l'heure. Allez, au revoir. Merci. Hein. Quand j'étais externe.